Bonjour à toutes et à tous. Ici les études sur la neutralité du scavenger. Et aujourd'hui, je parle à nouveau avec Kajsa Ekis Ekman, une militante, autrice et journaliste suédoise qui est actuellement rédactrice en chef de Parable Press. Kajsa travaille depuis de nombreuses années sur l'obsession des États-Unis pour le changement de régime au Venezuela, sujet que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Alors Kajsa, bienvenue à nouveau. Eh bien, merci Pascal, c'est un plaisir d'être de retour. Ravi de te revoir. J'aimerais vraiment recueillir ton avis sur tous les reportages que tu as faits sur le Venezuela en 2019, lors de cette première opération de changement de régime menée par Trump, et plus généralement. Comment présenterais-tu la situation actuelle de la position des États-Unis vis-à-vis du Venezuela, avec leurs navires de guerre stationnés devant ses côtes et tirant sur des gens, tuant des civils au large du Venezuela? Eh bien, je dirais que le prix Nobel de la paix est tombé à point nommé, non? Pour les États-Unis, je veux dire. C'est, tu sais, la meilleure chose qui pouvait arriver. Imagine s'ils l'avaient donné à Trump, il y aurait des manifestations partout. Mais là, ils l'ont donné à la personne qui veut placer au pouvoir au Venezuela, à savoir María Corina Machado, une politicienne d'un parti d'extrême droite qui ne peut pas accéder au pouvoir par elle-même. Elle s'y essaie depuis des décennies. Elle ne peut pas gagner une élection, elle ne peut pas unir l'opposition, elle ne peut même pas réussir un coup d'État militaire dans son propre pays, encore moins une révolution, quelle qu'elle soit. Donc elle doit demander aux États-Unis d'intervenir et de la placer au pouvoir. On peut vraiment voir que lorsqu'il s'agit de l'Amérique latine, lorsqu'il s'agit de n'importe quel politicien demandant aux États-Unis d'intervenir et de les aider à prendre le pouvoir, ce n'est pas le choix populaire. Ce n'est pas la candidate que le peuple veut voir. Je veux dire, si vous devez demander l'aide des États-Unis, et dans ce cas, elle va encore plus loin, elle a même demandé à Netanyahou de l'aider à la placer au pouvoir. Elle lui a demandé d'intervenir et de provoquer un changement de régime au Venezuela. Oui, c'est assez ridicule. Mais la saga que nous voyons maintenant n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg, n'est-ce pas? De tout ce qui s'est passé auparavant. Pouvez-vous peut-être nous donner votre évaluation de, disons, la dernière élection? Je veux dire, M. Maduro a remporté la dernière élection, selon les propres autorités du Venezuela, mais les États-Unis ne la reconnaissent pas. Ils l'ont dit très clairement. Nous ne reconnaissons pas Maduro comme président parce que l'élection a été truquée. Parce que, bien sûr, les États-Unis connaissent le véritable résultat des élections au Venezuela bien mieux que les habitants eux-mêmes. Pouvez-vous replacer cela un peu dans son contexte? Oui, donc en gros, depuis que le Venezuela a nationalisé ses réserves de pétrole. Je veux dire, je pense que c'est l'élément principal ici quand on parle du Venezuela. Avec d'autres pays d'Amérique latine, comme Cuba par exemple, les États-Unis veulent évidemment aussi y changer le gouvernement, mais pour des raisons différentes. Ce n'est pas une question de ressources, c'est davantage lié à la défiance envers l'impérialisme américain que représente Cuba. En ce qui concerne le Venezuela, les intérêts sont beaucoup plus matériels. Tout se résume vraiment aux enjeux énormes que les États-Unis y ont. Donc en gros, la politique américaine envers le Venezuela est liée à deux compagnies pétrolières différentes. L'une est Exxon et l'autre est Chevron. ExxonMobil veut changer le gouvernement maintenant. Chevron, en revanche, veut le dialogue. Ainsi, les deux lignes que nous avons vues de la part des administrations américaines se résument essentiellement à la différence entre ces deux entreprises et leur position sur le Venezuela. Exxon a adopté une politique vraiment militante envers le Venezuela, finançant des groupes de réflexion dans tout le pays pour promouvoir un changement de régime et imposer des sanctions massives au pays. Et cela a porté ses fruits.
Si l'on regarde la situation actuelle du Venezuela avec toute la migration qu'il a connue, cela revient essentiellement aux sanctions imposées par le gouvernement américain. Et puis d'un autre côté, il y a Chevron, qui préfère le dialogue et dont certains disent qu'elle finance ses propres groupes de réflexion. Donc, vous savez, les États-Unis ont adopté une ligne très dure envers le Venezuela jusqu'à la guerre en Ukraine, lorsqu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas sanctionner tous les pays producteurs de pétrole. Ils ne pouvaient pas sanctionner la Russie, l'Iran, le Venezuela, tous ces pays en même temps. Ils ont donc assoupli certaines des sanctions qu'ils avaient imposées au Venezuela en 2023. Et maintenant, il semble qu'avec le retour de Marco Rubio, il soit déterminé à se tourner vers l'Amérique latine et à pousser au changement de régime partout où il le peut. Mais pensez-vous que c'est Joe Biden qui a freiné toute cette affaire? Ou bien était-ce, comme vous l'avez dit, la nécessité de disposer d'un peu plus de ressources pétrolières disponibles à l'échelle mondiale? Parce que le but, c'est aussi le prix. On ne voudrait pas que les prix chutent trop. Mais en même temps, le pétrole du Venezuela est sous sanction, n'est-ce pas? Je veux dire, ils ne peuvent pas exporter une grande partie de leur production. Ou bien si. Eh bien, c'est ce qui était facile en 2023. Je veux dire, ce qui reste sanctionné, ce sont les responsables gouvernementaux. Par exemple, les États-Unis ont mis une prime sur la tête de Maduro, comme si tu le captures et que tu le remets aux États-Unis, il ne cesse d'augmenter le montant. Maintenant, c'est un nombre ridicule de millions de dollars si tu le dénonces. Et je pense que ce qu'ils essaient de faire maintenant, c'est de faire croire que toute l'affaire est liée à la drogue, non? Parce que ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois que le Venezuela organise une élection, les États-Unis y voient une raison d'intervenir. Donc, après l'élection de 2018, ils ont essayé avec cette histoire de Guaido en 2019, n'est-ce pas? Ils ont utilisé une sorte de faille dans la constitution vénézuélienne qui stipule que si un président est incapable de gouverner, et cela signifie évidemment qu'il est malade, alité sur son lit de mort ou complètement hors d'état de raison, alors le porte-parole de l'Assemblée nationale peut prendre les rênes du pouvoir pendant un certain temps jusqu'à ce que de nouvelles élections soient organisées. Les États-Unis s'en sont donc servis à l'époque pour désigner le porte-parole de l'Assemblée nationale, un certain inconnu du nom de Guaido, dont personne n'avait entendu parler. Je veux dire, je suis allée au Venezuela à ce moment-là, en 2019, et je demandais aux gens, « Avez-vous déjà entendu parler de Guaido ?» Et ils répondaient, « Nous ne le connaissions pas. » La seule chose, c'était très drôle, qu'il disait savoir sur ce type, c'est qu'il avait planqué son cul dans l'une de ses guarimbas, qui est une manifestation de droite, quand la classe supérieure sort pour protester. Or, la classe supérieure, d'abord, n'est pas très nombreuse, ensuite, elle n'a pas beaucoup de temps, et enfin, elle est un peu paresseuse. Donc, elle paie souvent des gens pour aller manifester à sa place. Voilà. Ils organisaient donc ces guarimbas, qui sont en gros des émeutes de droite, une manifestation où l'on casse des choses, et en gros, ils espéraient que le gouvernement fasse intervenir l'armée pour pouvoir ensuite dire « Regardez, massacre les États-Unis, s'il vous plaît, aidez-nous. » Ils essayaient donc de faire ça tout le temps. Guaido est devenu célèbre parce qu'il avait baissé son pantalon lors d'une de ces manifestations. C'est la seule chose que les gens là-bas savaient de lui. Puis les États-Unis, sortis de nulle part, l'ont nommé président du Venezuela. Ils essayaient d'exploiter cette faille. Ce qui en a résulté, en gros, c'est que les États-Unis lui ont remis toutes sortes de ressources appartenant au Venezuela. Même la Banque d'Angleterre, où le Venezuela détient beaucoup d'or, a refusé de remettre cet or ou d'y donner accès au gouvernement vénézuélien.
Apparemment, pour les États-Unis et pour l'Union européenne, Guaido était désormais le gouvernement du Venezuela, en pratique. Finalement, toute cette affaire n'a pas fonctionné, parce que Guaido s'intéressait davantage à faire le tour du monde, à apparaître en couverture de magazines avec sa femme et à fréquenter des gens qui n'étaient pas sérieux et qui ont essentiellement gaspillé tout l'argent qu'on lui avait donné. En gros, toute l'opposition de droite au Venezuela s'est retournée contre lui et a commencé à le détester. Donc ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont essayé à nouveau avec Maria Corina Machado pour cette élection, ce qui n'a pas vraiment fonctionné non plus. Elle n'a pas pu se présenter, alors ils ont trouvé quelqu'un d'autre, un vieux monsieur, un avocat, qui devait se présenter à sa place. Je pense que c'était un peu précipité et pas très bien ancré dans la population vénézuélienne. Il a ensuite quitté le pays. Donc cela a laissé les États-Unis un peu dans la position de se dire « Bon, que fait-on maintenant? On normalise ou on essaie autrement ?» Et c'est là qu'ils ont trouvé ce prétexte de la drogue. Maintenant, ce qu'ils font, c'est bombarder des bateaux de pêche venant de Colombie, de Trinité et Tobago, du Venezuela et de quiconque se trouve dans ces eaux. Donc, c'est essentiellement la mise en place d'un embargo militaire sans réellement l'appeler ainsi. Il s'agit simplement de s'assurer qu'aucun navire ne s'approche des côtes vénézuéliennes. C'est en gros la stratégie ici, non? On exerce une pression militaire sur le littoral sans aller jusqu'à le déclarer zone d'embargo. Oui, je veux dire, je pense que cette excuse à propos de la drogue doit être la pire qu'ils aient pu inventer. Je ne sais pas si quelqu'un dans le monde y croit, parce que tout d'abord, nous savons tous que le Venezuela n'est pas le principal exportateur de drogue en Amérique latine. Je veux dire, nous savons tous que c'est la Colombie. Et je veux dire, cela ne prend même pas en compte le fentanyl, qui est le plus grand problème des États-Unis. Le fentanyl ne vient même pas d'Amérique du Sud. Je veux dire, la plupart passent par le Mexique. Oui, depuis la Chine en passant par le Mexique, et c'est mélangé avec on ne sait quoi. Donc je veux dire, si c'était vraiment le cas, s'ils étaient vraiment inquiets, du genre « Oh mon Dieu, des drogues entrent dans le pays », alors ils feraient ce que fait n'importe quel pays normal, attendre que les bateaux arrivent, réellement les fouiller, confisquer ce qu'ils transportent et juger les personnes pour trafic de drogue devant un tribunal. Au lieu de cela, ce qu'ils font, c'est bombarder des pêcheurs ordinaires et détruire les soi-disant preuves. Parce que, enfin, si tu pensais vraiment qu'il s'agissait de drogue, est-ce que tu les bombarderais vraiment et détruirais les preuves? Tu sais, je ne sais pas qui croit à tout ça, et c'est vraiment bouleversant. Je regardais justement cette interview avec la famille du pêcheur de Trinité qui a été bombardé hier, et la famille disait simplement « C'était juste un pauvre pêcheur. Pourquoi tue-t-il des gens comme ça? » Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'indignation internationale face à ces exécutions extrajudiciaires de pêcheurs dans des eaux où ils n'ont même pas leur place. Je veux dire, c'était l'un des rares cas où les États-Unis ont été traînés devant le Conseil de sécurité. Je pense que c'est parce que les Russes ou les Chinois, ou peut-être les deux, ont en fait dit « nous devons en discuter ». Mais bien sûr, il n'y a pas eu de résultat, parce que le Conseil de sécurité, enfin les États-Unis, opposent leur veto à peu près à tout. Néanmoins, ils ont au moins réussi à imposer cette discussion. En plus, pour le moment, nous sommes encore en train de nous débattre avec la situation générale de l'autre côté. Donc celle-ci semble encore relativement modérée, non? Aussi horrible soit-elle. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que toute cette escalade mène à la guerre, à un changement de régime par décapitation, comme la manière dont ils ont pratiquement anéanti toute forme de direction politique
en Asie occidentale autour d'Israël. Vont-ils viser Maduro pour l'éliminer? En gros, selon toi, vers quoi tout cela se dirige-t-il? Eh bien, vous savez, qui peut le dire? Mais ce qui m'inquiète, c'est que les États-Unis viennent d'autoriser la CIA à mener des opérations sur le terrain au Venezuela. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pensez-vous qu'il s'agit d'envoyer des troupes sur le terrain, comme activer réellement la CIA? C'est pas l'armée, c'est la CIA. Je veux dire, ils n'envoient pas de troupes. Ils envoient la CIA. Alors qui sait ce qu'ils peuvent bien faire là-bas? Mais bien sûr, oui, ils pourraient tuer des gens. Vous voyez, je pense que la politique des États-Unis en matière de changement de régime en Amérique latine a été assez différente de celle appliquée au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, c'est beaucoup plus brutal. Ils peuvent bombarder un pays jusqu'à le réduire en cendres, jusqu'en pétinir, comme ils le font actuellement en Palestine. Franchement, c'est les États-Unis qui paient pour ça. Ils ne veulent pas vraiment faire la même chose en Amérique latine, je pense, pour plusieurs raisons. La principale raison, c'est qu'il y a tellement de Latinos vivant aux États-Unis. Je veux dire, on peut bombarder un pays du Moyen-Orient sans que cela n'ait vraiment d'effet sur la façon dont les gens votent aux États-Unis. Mais je pense, et ce n'est que ma théorie, qu'ils ne veulent pas avoir ce débat avec tous les électeurs latinos sur les raisons pour lesquelles leurs pays sont bombardés jusqu'à l'âge de pierre. Je crois qu'ils préfèrent un changement de régime rapide avec le moins de dégâts possible. Les bombes, ils les réservent généralement pour le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient et d'autres régions du même genre. Mais avec Trump, on ne sait jamais. Il pourrait faire n'importe quoi. Et ce Marco Rubio, on dirait qu'il veut laisser son empreinte dans l'histoire de l'Amérique latine. D'accord. Vous l'aviez vu venir? Y avait-il quelque chose, peut-être pas seulement dans l'administration Trump, mais dans l'approche générale des États-Unis, qui vous a fait penser, lorsque la dernière tentative de changement de régime a échoué en 2019, qu'il n'en avait pas fini? Parce qu'en 2023, certaines sanctions ont été levées, n'est-ce pas? C'était donc une lueur d'espoir pour le Venezuela. Peut-être que les États-Unis commençaient enfin à se défaire de leur obsession, et le gouvernement vénézuélien a depuis longtemps indiqué qu'il voulait, vous savez, engager un dialogue et coopérer un peu, mais sans renoncer à son passé bolivarien, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'il se présente. C'est ainsi que Maduro présente les choses. Y avait-il de l'espoir à ce moment-là, ou pensiez-vous que non, cela allait continuer? Eh bien, je veux dire, c'était pas seulement en 2019. Ils essayaient, faisaient toutes sortes de petites tentatives. En 2019, tu sais, ils avaient ce projet de concert qu'ils allaient organiser à Cúcuta, une sorte de concert humanitaire. Ils avaient fait venir toutes sortes de musiciens de grands noms qui devaient y jouer. Ils allaient distribuer toute cette aide humanitaire parce qu'ils disaient que le Venezuela souffrait d'une grave crise humanitaire. Les gens mouraient de faim, n'est-ce pas? Alors, quand je suis allée là-bas en 2019, je ne savais pas vraiment quoi croire. Je me suis dit, et si c'était vrai? Et si, en arrivant, je voyais vraiment des gens allongés dans la rue, affamés? Mais je n'ai rien vu de tout cela. En fait, les gens allaient bien. Le régime alimentaire là-bas était vraiment mauvais. Mais vous savez, le problème, c'était l'inflation. Une inflation galopante. Pourtant, ce n'était pas ce genre de crise humanitaire où les gens mouraient de faim, comme on le disait. Maintenant, ce concert a été un grand fiasco. Comme je l'ai dit, Guaido et ses alliés ont essentiellement dépensé l'argent dans les casinos, les prostituées et autres frivolités. Ensuite, ils avaient ce plan consistant à engager des sociétés privées et des tueurs à gages colombiens pour venir par bateau depuis la Colombie jusqu'à la côte vénézuélienne. De là, ils devaient monter dans des véhicules, rejoindre la capitale et, en gros, renverser Maduro.
Cela n'a pas fonctionné. Et je veux dire, c'est un peu drôle. Si vous regardez les personnes que les États-Unis engagent dans n'importe quel pays d'Amérique latine pour organiser des coups d'État pour eux, ce sont très souvent des escrocs. Tu sais, il suffit de regarder l'histoire de Cuba. Si tu regardes les gens que les États-Unis ont engagés là-bas, beaucoup d'entre eux ne sont que des escrocs qui prennent l'argent américain. Et tu sais, ils s'en fichent complètement. Alors, ces types, quand ils étaient sur le bateau, ont tweeté à Donald Trump quelque chose comme « Nous voilà, nous arrivons, nous allons faire un coup d'État ». Bien sûr, quand ils sont arrivés au port, la police vénézuélienne les attendait, donc ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont essayé quelque chose avec certains membres de l'opposition, comme Capriles et d'autres, en disant qu'ils allaient libérer le pays, qu'ils auraient plein de militaires qui feraient défection. Ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Je crois qu'ils ont eu 5 personnes. Donc ils essaient depuis tout ce temps. Ils n'ont simplement pas été très efficaces. Et je pense que c'est le problème auquel les États-Unis sont confrontés dans toute l'Amérique latine, parce qu'ils ne trouvent pas un nombre significatif de personnes dans ces pays capables de réellement mener ce changement. Ils se retrouvent donc coincés entre le fait de ne pas vouloir bombarder, comme ils le font au Moyen-Orient, de ne pas vouloir réellement envahir, déployer toutes ces troupes sur le terrain et semer le chaos, et le fait de ne pas avoir dans le pays les personnes qui pourraient le faire pour eux. Je pense donc que c'est leur dilemme. Et ce qui m'inquiète maintenant, c'est et si Trump pensait réellement, parce que tu sais à quoi je pensais quand il a démantelé l'USAID, je me disais qu'il ne se souciait plus de donner une bonne image. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il n'essaie pas d'embellir la réalité. Le cochon lui va très bien comme ça. Oui, exactement. En gros, il se fiche que tu aies cette image de révolution colorée où l'on voit tous ces gens, des étudiants, manifester en disant « Nous voulons la démocratie ». Et en fait, tout cela a été financé. Maintenant, il ne va plus les payer, donc il s'en moque. Et ça m'inquiète. Oui, je veux dire, il semble qu'il est... Non, c'est évident qu'il ait une approche très belliqueuse, non? Et il pense qu'être belliqueux est une bonne chose. Renommer le département de la défense en département de la guerre est une bonne chose. Mettre la marine devant le Venezuela et détruire tout ce qui se trouve à proximité est une bonne chose. Parce que la paix par la force, n'est-ce pas? Enfin, c'est ce qu'il dit. La rhétorique est assez claire. En même temps, il semble... Eh bien, j'avais cette question pourtant. Il voulait vraiment le prix Nobel de la paix, non? Il a dit « je le veux ». Et Netanyahou l'a en fait nommé pour cela, n'est-ce pas? Donc il était candidat, son nom a été proposé. Mais ensuite, le prix a été attribué à cette femme. Et j'avais ces 2 récits contradictoires. Le premier, c'est que le comité du prix Nobel de la paix est un laquais des États-Unis, mettant en avant le chef désigné d'un changement de régime. L'autre, c'est que le comité du prix Nobel de la paix a fait quelque chose de très intelligent, comme ne pas le lui donner, mais le donner à quelqu'un dont le message ne peut pas être contredit par lui pour d'autres raisons. Comment as-tu interprété cela? Eh bien, si tu regardes qui a fait pression pour qu'elle obtienne le prix Nobel de la paix, c'est Marco Rubio. Il a envoyé lettre après lettre au comité du prix Nobel de la paix en disant « Vous devez lui donner, vous devez le lui donner ». Alors, d'accord, pourquoi fait-il cela alors que son président veut le prix? Pourquoi ne dit-il pas « Donnez-le à Trump » ou « Donnez-le-moi » Pourquoi envoie-t-il lettre après lettre en disant « Donnez-le à Maria Corina Machado » Donc, est-ce que ce gouvernement, est-ce que l'administration Trump savait qu'il n'y avait aucune chance que Trump l'obtienne ou que ce serait en fait mauvais pour eux s'ils l'obtenaient? D'accord.
Tu sais, peut-être que ce qu'ils espéraient vraiment, c'était qu'elle l'obtienne. Et elle a été tellement cordiale à ce sujet, genre quand elle l'a eu, elle a dit « Oui, mais tu sais quoi? C'est grâce à Donald Trump, qui a toujours été derrière nous. C'est presque comme si elle le lui rendait. » Donc, tu as toujours cette façade, non? Tu as toujours ce genre d'humanitarisme paresseux, cette opération de changement de régime paresseuse, très transparente, tout en la soutenant avec beaucoup de puissance militaire. C'est très évident. Je ne vois pas trop la stratégie, à part se préparer à une intervention militaire encore plus directe. Mais comme tu l'as dit, des bots sur le terrain, même une tentative du genre baie des cochons de la CIA, ce n'est pas possible. Oui, ils ne peuvent pas être sérieux à ce point. Je veux dire, ils ne peuvent pas être aussi stupides, si? Je veux dire, ils l'ont fait tellement de fois par le passé, mais parfois être idiot, c'est être malin. Tu ne sais jamais ce que tu peux risquer. Je veux dire, tu essaies, tu échoues. Et alors, tu vois, je pense juste que, quand il s'agit du prix Nobel de la paix, on peut voir que l'Europe et les États-Unis ont des rôles différents en ce moment dans l'impérialisme. Les États-Unis sont ceux qui font la guerre ou qui paient les va-t-en-guerre, tandis que l'Europe est celle qui essaie de justifier tout ça, comme expliquer pourquoi c'est bien, non? Vous voyez donc que le prix de la paix vient d'Europe. Et n'oubliez pas non plus qu'elle a reçu l'an dernier le prix Sakharov de l'Union européenne, décerné par le groupe politique de droite, le PPE du Parlement européen, le centre-droit. Vous savez, tous ces partis conservateurs lui ont attribué ce prix Sakharov. Vous voyez donc que l'Europe participe à cette tentative de, comme vous le dites, maquiller la réalité. L'Europe s'emploie à expliquer pourquoi toutes ces guerres atroces, ces génocides et ces coups d'État militaires sont en réalité positifs et seraient censés avoir un lien avec la démocratie et les droits de l'homme. Peut-être que c'est là notre rôle dans toute cette affaire. Oui, oui. Je veux dire à ce stade, l'Europe n'est plus qu'un annexe, un satellite officiel. Je pense qu'en ce moment, l'Europe est davantage sous l'emprise des États-Unis que la Pologne ne l'a jamais été par l'URSS. C'est assez pathétique, mais cela remplit sa fonction. Mais la question est alors, faut-il aller jusqu'à une intervention militaire au Venezuela ou peut-on agir à un niveau inférieur? Avez-vous des indices laissant penser que quelque chose se prépare que nous n'aurions pas encore vu? Peut-être, vous savez, un général dissident, une sorte de Pinochet 2.0 au Venezuela. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur du Venezuela qui pourrait réellement servir de tremplin pour se débarrasser de Maduro sans intervention militaire ou extérieure des États-Unis? Je pense que c'est là que le Venezuela a tiré des leçons du coup d'État au Chili et de ce qui est arrivé à Allende. Et je pense que si l'on observe l'évolution en Amérique latine, il faut comprendre ce que l'assassinat d'Allende et le coup d'État militaire, dont Kissinger, soit dit en passant, était à l'origine, ont signifié. Un autre lauréat du prix Nobel de la paix. Vous savez, il se vantait, ce sont des documents intéressants qui ont été publiés il y a quelques années, que Kissinger disait, nous étions derrière tout cela, mais nous n'en recevrons jamais le mérite, parce qu'ils étaient ceux qui voyaient réellement le danger. Ils ont vu quand Allende est arrivé au pouvoir et ont dit, regardez, ici nous avons un gouvernement qu'on ne peut pas simplement qualifier de communiste. Il est arrivé au pouvoir par un vote populaire, il est plutôt social-démocrate, non? Mais il pouvait vraiment changer les choses dans la région. Donc, il fallait s'en débarrasser, en gros. Et ce qu'on a appris, cette leçon amère en Amérique latine, c'est qu'il faut avoir le contrôle de l'armée. On ne peut pas simplement arriver au pouvoir en chantonnant, tu vois? Parce que non seulement tu te feras tuer, mais ton peuple va souffrir. Surtout en Argentine.
Ce qui s'est passé là-bas, c'est que 30 000 personnes ont disparu, jetées vivantes d'avions dans l'eau, sans jamais être retrouvées. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en Amérique latine sans comprendre ce qu'ils ont tiré de ces années-là. Donc, si l'on regarde, disons, la marée rose, ou peu importe comment on l'appelle, qui est arrivée au début des années 2000, l'Amérique latine comptait des gouvernements de gauche un peu partout. Et il y avait, en quelque sorte, deux voies différentes. Un groupe a simplement pris le pouvoir et a continué avec ce qu'on appelle la démocratie libérale. Ils n'ont pas pris le contrôle de l'armée, du système judiciaire, des universités ou des médias. Ils ont simplement laissé les choses en l'état. Et tous ces gouvernements, que ce soit par la guerre juridique, la guerre armée ou un coup d'État militaire, comme en Bolivie par exemple, ont été renversés d'une manière ou d'une autre. Pourquoi le Venezuela est-il resté, par exemple? Pourquoi le Nicaragua est-il resté? Parce qu'ils ont tiré cette leçon du Chili. Il faut contrôler son armée. Exactement. Cela a donc été la priorité numéro 1 pour Chavez puis pour Maduro. Il faut avoir une armée loyale. Et je veux dire, on en est arrivé au point où je me souviens, quand j'étais là-bas, que les gens se plaignaient que des chefs militaires se voyaient confier des postes pour lesquels ils n'avaient aucune qualification, comme l'ancien hôtel Hilton, qui avait été nationalisé, et qu'un militaire avait été nommé à sa direction alors qu'il ne connaissait évidemment rien à la gestion hôtelière. Et les gens disaient, oui, voilà ce qu'on obtient. Mais d'un autre côté, c'est le prix à payer pour garder l'armée proche. Oui, oui. Le gouvernement a donc très bien compris qu'il devait garder l'armée bien nourrie et satisfaite, notamment en nommant des personnes à des organisations privées ou semi-privées. En japonais, cela a même un nom, on appelle cela Amakudari, ce qui signifie « descente du ciel ». Oui. Et cela vient du ciel. Oui, 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 descendant du ciel, transmis d'en haut, n'est-ce pas? Et ensuite placé dans un endroit confortable. Cela arrive souvent ici, car les secteurs publics et privés sont très souvent interchangeables. Mais c'est une façon de créer de la loyauté, n'est-ce pas? Une loyauté ascendante et en réalité une structure sociétale. Donc tu dis qu'au Venezuela, nous avons quelque chose de similaire avec les militaires amakudarisés dans l'économie privée et donc loyaux envers le système actuel. Je pense que ce qu'ils ont compris, c'est que, quel que soit le prix à payer, il faut garder l'armée près de soi. Parce que si tu gardes l'armée proche, il n'y a aucun moyen qu'ils puissent s'y implanter et essayer de préparer quelque chose. Alors comment ferait-il s'ils n'utilisaient pas des éléments de l'armée vénézuélienne? Ils devraient vraiment intervenir, soit avec des bombes, soit avec des troupes au sol. Je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement. Tu vois, et je veux dire, oui, comme tu dis, à quel point peuvent-ils être stupides? Je me souviens, quand j'étais là-bas en 2019, il y avait cette menace d'invasion. Vous savez, quand un pays, comme je crois que c'est aussi arrivé avec l'Iran, quand Israël a attaqué, chaque fois que vous êtes sur le point d'être envahi par l'ennemi ou que l'ennemi vous envahit ou vous bombarde, vous avez tendance à resserrer les rangs derrière votre dirigeant, n'est-ce pas? Donc, toutes les critiques que les gens pouvaient avoir contre Maduro, c'était plutôt « oui, mais on ne va pas parler de ça maintenant ». J'ai assisté à toutes ces réunions où des gens ordinaires se mobilisaient contre une invasion. Ils n'avaient pas d'armes, mais ils disaient « on fera ce qu'on peut pour protéger ce pays ». On ne veut pas que les États-Unis envahissent. S'il y a bien un sentiment fort en Amérique latine, c'est qu'on ne veut pas que les États-Unis envahissent, n'est-ce pas? Parce que ça n'a jamais rien donné de bon. Donc, si leur objectif est de pousser les gens à se soulever contre Maduro, ce qu'ils obtiennent en réalité en agissant ainsi, c'est exactement l'inverse. Et en plus, ils se mettent toute la région à dos.
Par exemple, le président de Trinité et Tobago disait auparavant « Oui, vous pouvez éliminer tous les trafiquants de drogue de la région, on s'en fiche, allez-y, tuez-les. Oui, mais maintenant ce sont des gens de votre propre pays. » Alors maintenant, ils vont devoir, je veux dire, les États-Unis, encore une fois, se montrent comme le tyran qu'ils sont dans toute la région, non? Et cela ne peut pas bien se passer. On voit déjà cette contre-réaction de la Colombie, qui, si j'étais la Colombie, je serais très inquiet d'être le prochain sur la liste, non? Parce que, comment s'appelle le président? Il s'est fait pas mal d'ennemis. Gustavo Petro. Donc, les États-Unis sont simplement en train de mettre en œuvre leur doctrine Monroe 2.0. Hein? Oui, eh bien, j'espère simplement qu'ils échouent. Vous savez, j'espère vraiment qu'ils échouent. Je deviens anxieux à chaque fois, parce que le fait est que, parfois, quand je donne des conférences ici en Suède, je dis, eh bien, vous savez que les États-Unis sont sur le point d'entrer en guerre ou d'envahir un pays quand nos tabloïds commencent à écrire que le président de ce pays possède un palais de luxe, n'est-ce pas? Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas si c'est pareil dans votre pays, mais à chaque fois qu'on lit Kadhafi a un palais de luxe, et souvent c'est secret avant, comme un palais de luxe secret, on sait, d'accord, ils sont sur le point d'envahir ce pays. Je veux dire, on peut simplement rassembler les unes de journaux sur l'Irak, le palais de luxe de Saddam Hussein, le palais de luxe d'Assad, et puis, à propos de la guerre avec l'Ukraine, c'était le palais de luxe secret de Poutine. Oh, je me souviens. Je me souviens très clairement du palais luxueux de Yanukovych. Je me souviens du lendemain quand ils l'ont perquisitionné. Voilà le palais de luxe. Voilà le président. Allons donc. Chaque président a droit à un palais. Oui, bien sûr. Non, on n'entend jamais parler des palais luxueux des dirigeants saoudiens, mais je suis sûre qu'ils en ont plein, tu vois. Et c'est comme ça qu'on cherche à convaincre les gens. C'est une manière un peu vulgaire, triviale, de convaincre la population suédoise qui aime l'égalité et déteste ceux qui vivent dans le luxe, que, bien sûr, le dirigeant est une très mauvaise personne et mérite de mourir ou d'être renversé, n'est-ce pas? Parce qu'il a un palais luxueux. Voilà. Donc je disais, il y a environ un mois, je me suis dit, ah, maintenant Maduro dit que les États-Unis sont sur le point d'envahir. Mais je ne pense pas parce que je n'ai vu aucun article sur son palais de luxe. En 2019, en revanche, on avait vu, tu sais, sa femme, et on disait qu'elle était tellement riche. Maintenant, avec le prix Nobel de la paix, je me suis dit, oh mon Dieu, ça recommence. Parce que soudainement, les médias sont remplis d'articles sur la terrible dictature qu'est le Venezuela, sur quelle grande dame est féministe pourquoi est Maria Corina Machado, et sur son, tu sais, courageux combat contre la tyrannie et la torture. Alors tu te dis, d'accord, ils ont compris. Maintenant, j'ai peur. C'est juste que, tu sais, à ce stade, tout devient de plus en plus transparent. Du moins pour moi, je me demande sérieusement combien de temps cela peut encore fonctionner avec nos populations locales, parce qu'ils font ça encore et encore. Ils fabriquent ces figures de clones qu'ils élèvent de manière grotesque au rang de défenseurs des droits humains. C'est la même chose avec Navalny et sa femme, et avec cette prétendue dirigeante en Biélorussie. Cette femme. Ils répètent toujours le même schéma. Ils ont même essayé avec un certain succès, avec Milei, même si le type tenait une tronçonneuse à la main, mais ils ont réussi à requalifier la tronçonneuse en scie de la libération, ou quelque chose du genre. C'est étrange, non? Oui, mais vous savez, je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a un nouvel acteur sur la scène, et c'est l'extrême droite européenne. Ils s'impliquent dans tout ça. Et je me demande s'ils sont financés, soit par le lobby américain, soit par les Cubains
et les Vénézuéliens exilés à Miami. Parce que ce que nous voyons ici, par exemple, j'étais à Cuba il y a 2 semaines aussi, c'est un autre pays que les États-Unis essaient vraiment d'étrangler en ce moment. Je veux dire vraiment étrangler. Ils ont subi des sanctions, ce sont les plus longues sanctions, je pense, de toute l'histoire de l'humanité. Oui, plus de 65 ans. 65 ans de sanctions. Je ne connais aucun autre pays qui ait subi des sanctions aussi longtemps. Mais encore une fois, vous savez, il y a sanctions et sanctions. Chaque pays qui est bloqué trouve toujours un moyen d'obtenir certaines choses, vous voyez. Ça a toujours été comme ça. Et Cuba avait, vous savez, un ami puissant en Union soviétique et ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on a, c'est un blocus appliqué, vous savez, au millimètre près. Donc, si un produit contient plus de 10% de composants américains, il ne peut pas être vendu à Cuba. Et inversement. Et aussi, vous savez, la loi Helms-Burton stipule que si une entreprise possède une filiale aux États-Unis, elle ne peut pas faire affaire avec Cuba, n'est-ce pas? Elle peut même être poursuivie devant un tribunal américain. C'est pourquoi, lorsque la société suédoise Ericsson allait s'y rendre pour installer Internet à l'époque, les tribunaux américains leur ont dit « soit vous cessez toutes vos activités aux États-Unis, soit nous allons vous infliger une amende colossale. » Alors, bien sûr, Ericsson s'est retiré. Cuba n'a pas eu Internet. Et que se passe-t-il? Tous les think tanks américains affirmaient que le régime de Castro interdisait l'accès à Internet à Cuba, faisant croire au monde entier que c'était la direction cubaine qui empêchait ses citoyens d'y avoir accès. Ce qui s'est ensuite passé, c'est que le Venezuela est intervenu après l'arrivée au pouvoir de Chavez et a posé un câble en fibre optique sous-marin, permettant ainsi à Cuba d'avoir enfin Internet. Aujourd'hui, il y a du Wi-Fi partout, et ça fonctionne. Mais que fait maintenant les États-Unis? Eh bien, ils rachètent toutes les compagnies d'électricité d'Italie, de France, et ainsi de suite, celles qui ont construit le système électrique cubain. Donc, lorsqu'ils rachètent toutes ces entreprises, Cuba ne peut plus obtenir de pièces de rechange ni de conseillers techniques. C'est pour cela qu'il y a toutes ces coupures de courant. Et encore une fois, leur think tank essaye de faire croire à tout le monde « Oh, c'est le régime, ils ne savent rien faire correctement. » On voit bien qu'il y a une politique délibérée de rachat de toutes ces compagnies d'électricité. C'est absolument répugnant et grotesque. C'est comme imposer les sanctions les plus dures jamais infligées à l'Afghanistan, puis accuser ce qui n'en reste d'avoir provoqué une famine, alors que ces gens ne peuvent même pas acheter de médicaments sur le marché mondial sans que les banques soient menacées. C'est d'une brutalité et d'une ignominie totale. La question pour moi est de savoir si cela peut encore durer longtemps ainsi. Car maintenant, pour la première fois, nous vivons dans un monde où la Chine a en quelque sorte administré la même médecine aux États-Unis avec les terres rares. Nous voyons ces changements se produire, n'est-ce pas? Soudain, il va y avoir un fournisseur alternatif. Les Cubains pouvant, espérons-le, importer des produits de Chine. Même si, rien que le fait de pouvoir faire venir Huawei à Cuba, ce serait déjà quelque chose. Non, ils importent des choses de Chine. Le problème, c'est que la Chine ne donne rien gratuitement. La Chine doit être payée pour tout. Donc si Cuba n'a pas les moyens de payer, il n'y aura pas de livraison. La Russie, en revanche, peut donner des choses. Le Vietnam aide beaucoup. Le Vietnam n'oublie pas que Cuba l'a aidé pendant la guerre. Mais la Chine, c'est davantage une question de commerce. Ils feront des affaires avec n'importe qui, mais il faut payer. Et c'est vraiment difficile, car en ce moment, cette application basée à Miami appelée Eltok. Ils ont essayé de faire la même chose avec le Venezuela. C'est ainsi qu'ils provoquent l'inflation dans ces pays. Avec le Venezuela, ils appelaient cela Dollar Today. Dollar Today était une application qui déterminait la valeur de la monnaie locale par rapport au dollar, manipulant essentiellement le taux pour rendre la monnaie sans valeur.
Tout le monde utilisait Dollar Today. Aujourd'hui, le gouvernement vénézuélien a réussi à neutraliser Dollar Today. Cela ne fonctionne plus. Si vous allez sur l'application maintenant, c'est plus qu'un site d'actualité. Et c'est tout. Maintenant, ils font la même chose avec Cuba. Ils ont El-Toc. Et chaque jour, les gens consultent El-Toc pour voir combien vaut le peso par rapport au dollar. Autrefois, c'était 25 pesos pour un dollar. Aujourd'hui, c'est environ 460 pesos. Maintenant, gardez à l'esprit que le taux de change officiel est d'environ 130. Mais El-Toque, financé par le National Endowment for Democracy, entre autres, le fixe à 460, rendant la monnaie cubaine pratiquement sans valeur. Cela signifie que le pouvoir d'achat des Cubains est désormais nul. C'est pourquoi on voit toute cette migration. Les gens ne comprennent pas cela. C'est la même raison pour laquelle il y a de la migration depuis le Venezuela et depuis Cuba aussi, parce que les gens ne peuvent rien acheter avec ce qu'ils gagnent. C'est une guerre des devises. Et ensuite, que dit-on? Oh, ce sont des réfugiés. Bon, d'accord. Tu peux avoir des réfugiés qui sont des immigrés en vue, des personnes qui s'expriment publiquement. C'est ce qu'on appellerait un réfugié politique. Je suis persécuté par mon gouvernement parce que j'ai écrit ce livre, j'ai dit ceci ou cela, j'ai été emprisonné. D'accord? Ou bien, pendant une guerre, tu peux avoir des réfugiés qui fuient le conflit. Maintenant, si des millions et des millions de personnes quittent un pays en temps de paix, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des migrants. Tu as des migrants du Mexique, tu as des migrants de Porto Rico, tu as des migrants du Venezuela. Mais tout à coup, quand il s'agit du Venezuela, les réfugiés. D'accord. Très bien. Si tu leur demandes, pourquoi partez-vous? Oh, à cause de l'économie. Ils ne disent pas, je pars parce que mon gouvernement a quelque chose de particulier contre moi. C'est insensé. Et encore une fois, on finit par blâmer les mêmes pays que l'on a visés avec ces politiques au départ, parce qu'ils ne parviennent pas à échapper aux sanctions, parce que ces sanctions font en réalité exactement ce que vous aviez dit qu'elles feraient. Mais peut-être, pour conclure sur cette note, je pense que cela ne peut pas durer encore très longtemps. Je veux dire, Cuba y résiste depuis 60 ans. Le Venezuela le défie depuis des décennies. Alors, voyez-vous ce qui se passe actuellement avec le Venezuela comme une ultime tentative des États-Unis d'affirmer leur domination, peut-être même en étant prêts à recourir à une action militaire? Ou est-ce simplement la dernière version du « essayons quelque chose de nouveau, un peu d'intervention ». J'aimerais être aussi optimiste que tous ces gens des BRICS qui disent que l'Empire américain chante son dernier couplet, qu'il est en train de s'effondrer, que les BRICS montent en puissance et que le monde devient multipolaire. Tu sais, je ne le vois pas. Je ne vois pas ça. Les États-Unis n'ont pas réussi à changer le gouvernement en Syrie de cette manière. Après 10-11 ans, ils essayent depuis 2014. Une fois qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait. D'accord. Je veux dire, ils assistent à un génocide à Gaza depuis 2 ans. Oui, je ne vois personne l'arrêter. Je ne vois pas de monde multipolaire là-dedans. Je vois beaucoup de discours, mais ce qu'il me faudrait voir pour vraiment y croire, parce que souvenez-vous, on entend ça depuis des décennies et des décennies, n'est-ce pas? Vous savez, certains disaient, quand les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam, c'est la fin de l'Empire américain. Quand ils ont perdu en Afghanistan, c'est la fin de l'Empire américain. Perdre une guerre ne signifie pas la fin de l'Empire. Ils n'ont jamais gagné une foutue guerre. Il reste un empire. En gros, ils veulent des guerres qu'ils ont gagnées. Le fait est que les États-Unis n'ont jamais vraiment perdu une guerre. Les États-Unis n'ont pas gagné la guerre du Vietnam, mais c'est le Sud-Vietnam qui l'a perdue. Et regarde où en est le Sud-Vietnam aujourd'hui, non?
Les États-Unis, en tant que tels, ne perdent jamais vraiment. Il n'y a qu'une seule partie des États-Unis qui ait véritablement perdu une guerre, et c'était la Confédération. Le reste a toujours gagné, ou du moins n'a pas perdu. Oui, parce que ils présentent ça comme s'ils se retiraient. Mais non, désolé, ils ont été vaincus. Ils ont été vaincus, comme l'armée vietnamienne a gagné. En Afghanistan, oui, ils ont dû se retirer parce qu'ils ne gagnaient pas. Donc l'Afghanistan a gagné. Je ne vois pas une seule guerre qu'ils aient remportée. Oui, je vois beaucoup de présidents qu'ils ont réussi à tuer, mais ce n'est pas vraiment une victoire. Et en plus, le résultat n'était pas exactement celui qu'ils avaient annoncé. Donc pour que je puisse vraiment dire, vous savez quoi, l'impérialisme américain est en déclin, il faudrait que je voie un BRICS avec une monnaie qui fonctionne réellement, une alliance militaire comme l'OTAN tout aussi forte, et des bases militaires coordonnées partout. Tu vois, et tu sais, cela avait en fait la capacité que, disons, l'Union soviétique avait d'intervenir et d'arrêter un génocide. Parce que nous savons que l'Union soviétique a effectivement mis fin à un génocide. Ce sont eux qui ont arrêté l'Holocauste, pas les États-Unis. Et après cela, nous n'avons plus eu de génocide, autant que je sache, jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Et maintenant, il y a génocide après génocide. Oui, on peut dire que ce que Pol Pot a fait au Cambodge était un génocide. Et qui a arrêté cela? Les Vietnamiens. Exactement. Donc ce que je constate aujourd'hui, c'est que sans ce grand bloc, qui était un bloc vraiment puissant, nous n'avons plus vraiment la capacité d'arrêter quoi que ce soit. Eh bien, je veux dire, je pense qu'ils essayent de se développer dans une direction différente. Non pas vers une alliance, mais vers un réseau. Mais encore une fois, j'aimerais que les États-Unis, à un moment donné, finissent par dire « D'accord, peut-être qu'il faut arrêter cette approche qui consiste à vouloir changer de régime partout. » Mais ils n'en sont pas là. Ce qui se passe au Venezuela est pour le moment impossible à prévoir. Mais j'espère que nous pourrons reprendre contact une fois que nous en saurons plus. Kaïsa, les gens veulent lire davantage de tes analyses. Où peuvent-ils aller? Oui, donc cela dépend de la langue qu'ils parlent et de celle qu'ils lisent. Mais oui, ils peuvent me trouver sur Facebook et Instagram, où je publie tout ce que j'écris. Parfois, c'est en suédois, en anglais, en espagnol ou en français. Je veux juste ajouter une remarque de plus à propos du Venezuela et des États-Unis. Je ne pense pas que ce soit une question d'attitude de la part des États-Unis, du genre « Oh, on voit que ça marche pas. Arrêtons. » Voilà, je disais qu'ExxonMobil est derrière tout cela. ExxonMobil est une entreprise multinationale qui doit faire du profit. Donc, ce qu'ils ont fait, parce que le Venezuela a nationalisé le dernier champ pétrolifère en 2007, était différent. La plupart des multinationales ont accepté cela et ont compris « Nous devons travailler selon de nouvelles conditions ici, comme Chevron. » Mais ExxonMobil a dit non, nous n'acceptons pas cela. Ils voulaient donc faire tomber ce gouvernement pour pouvoir revenir à la situation d'avant. Ce qu'ils ont fait, c'est aller au Guyana et explorer des champs pétrolifères dans les eaux au large, dont on ne sait pas vraiment si elles appartiennent au Venezuela ou au Guyana. Les deux pays les revendiquent. Et maintenant, Exxon a déclaré « Non, cela appartient au Guyana ». Ils ont acheté le gouvernement et trouvé un moyen de revenir dans le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Et les médias ont présenté cela comme le Venezuela veut faire la guerre au Guyana, veut prendre son territoire, et ainsi de suite. Mais il faut regarder ce qu'il y a derrière tout ça. Il faut regarder ce qu'il y a derrière l'impérialisme. Il y a toujours les entreprises, les multinationales, qui tirent les ficelles. Pompeo n'était pas le patron d'ExxonMobil avant, non? Est-ce que je me trompe? Parce qu'il était le PDG de l'une des très grandes entreprises énergétiques, n'est-ce pas?
Je ne m'en souviens plus maintenant. Ouais, je m'en souviens pas non plus. D'accord. La structure de l'économie américaine est en fin de compte responsable de l'orientation du processus politique, comme nous l'avons constaté. D'accord. Kesha, merci beaucoup pour ces éclairages. Merci Pascal, ravi de te reparler. Ravi de te parler aussi. Prends soin de toi.